deuxième rencontre entre vous et nous, fidèles téléspectateurs de SOS Docteur TV. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Nous sommes encore là ce matin pour vous donner des informations constructives, surtout des informations qui pourront vous permettre de vous mettre bien tout au long de cette journée, pourquoi pas tout au long de cette semaine. Ils sont là sur ce plateau avec moi, ma précieuse team. Bonjour les gars, comment vous allez? Bonjour Gisèle. Et bonjour Blondine. Tu m'as manqué hier. Bonjour. Tu m'as manqué également. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais bien également. Ah, ok. On se retrouve, c'est mardi. Oui, c'est mardi et puis on va vous mettre bien. Bonjour également aux téléspectateurs. On espère que vous êtes prêts. Ça va barder tout à l'heure. N'est-ce pas? Comme d'habitude. Et pour ce faire, nous avons également sur ce plateau aujourd'hui Madame Nachat. Oui, Madame Nachat. Asia. Je suis sûre que tu ne cherches pas quelque chose, mais vous me dirigez avec dans les coulisses. Madame là, ok. Bonjour Gisèle, bonjour Blondine, bonjour Ezekiel. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi je rends grâce ce matin également. Très ravie de t'avoir sur ce plateau. Et il est là également, le seul coq de la basse. Ezekiel, bonjour. Quand assure la sécurité de la maison. Il se prend. Bonjour Gisèle, bonjour Nachat. Bonjour. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs aussi, surtout aux amoureux du football, du sport. Aujourd'hui, on va en parler dans ma rubrique. Ah oui, hein. Vous savez qu'on avait... Il y a des informations montées. Les gens sont venus hier sur ce plateau avec des yeux lourds, tellement ils n'ont pas dormi le dimanche à cause du match. Je suis que d'autres ont relevé les défis des équipes le vendredi. En tout cas, on va en parler. Il y a aussi une bonne nouvelle pour le Togo aussi aujourd'hui. On va en parler dans la rubrique. N'est-ce pas? On est prêt. Et vous savez, comme tous les matins, nous venons avec des causeries et nous essayons de développer, de donner nos avis. Aujourd'hui, le thème de notre causerie, c'est le lieu d'habitation détermine-t-il la réussite? Le lieu d'habitation détermine-t-il la réussite? J'ai envie de démarrer avec le seul coq de la basse-cour. On dirait un sujet de bac. Ah oui, hein, parce que... Fais de ton mieux pour avoir un pied. Moi-même, je réfléchis déjà. Vous avez 4 heures. Donc toi, tu n'as pas 4 heures. Je sais. Tu n'as que 5 minutes. Ouais, Coefficient 3. Merci. Je pense que par la force des choses, oui. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que lorsque vous avez un certain niveau de vie, ou un certain, disons, un certain travail que vous faites et qui vous permet de bien gagner votre vie, il est judicieux de vivre dans une habitation, en tout cas, qui va permettre à ce que vous soyez aussi à l'aise d'abord. Je vais parler personnellement d'abord, c'est à vous-même d'être à l'aise, pas forcément pour montrer aux gens que vous avez réussi dans la vie ou un truc comme ça, mais il faut d'abord que vous ayez le nécessaire et vivre à l'aise. Ça, c'est un. Maintenant, de l'autre côté, de l'autre côté, on n'est pas non plus obligé justement d'en faire trop ou de trop montrer qu'on a réussi et de vivre dans une grande maison par exemple ou bien dans une grande villa pour dire que voilà on a réussi et tout. Mais pour moi, je pense qu'il faut trouver le juste milieu en fait lorsque vous travaillez et que vous avez un certain niveau de vie, en tout cas que pour vous permettre un certain niveau de vie, de vivre dans une maison ou d'avoir une habitation qui justement vous permette d'être vous-même d'abord à l'aise et de ne pas et en même temps de ne pas trop en faire. Maintenant, si les gens ont les moyens de vivre dans des châteaux, mais je pense que, en tout cas pour moi, il n'y a pas de souci. Hein, si vous pouvez vous l'offrir, pourquoi pas. Mais bon, je pense que il faut juste éviter le bling bling en fait. Si vous évitez le bling bling, justement vous allez pouvoir aussi rester une personne plus ou moins comment dire raisonnable, rester raisonnable au niveau de l'habitation. Donc je pense que c'est un peu pour le moment ce que je peux dire par rapport au thème du jour, mais bon, je pense que si vous vivez bien et que vous avez comment dire une maison qui n'est pas disons homogène, je dirais homogène, ou bien qui ne vous ressemble pas, ou qui ne ressemble pas à la vie que vous avez, ou bien à ce que vous gagnez. Voilà, ça aussi, c'est pas très bien aussi, même au niveau professionnel, ça ne se voit pas bien non plus. Mais bon, je pense que c'est un truc qui peut être très très aléatoire, hein, très aléatoire. Très aléatoire. Alors Gisèle, qu'est-ce que toi tu en penses? Le lieu d'habitation détermine-t-il
forcément la réussite, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, c'est parce que je vis dans cette maison que les choses ne marchent pas, il faut que je sorte de cette maison. Bon, toi, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, dis-moi, Gisèle, reviens sur terre. Gisèle, reviens sur terre. Parce que dès que j'ai entendu le thème, mes idées je suis partie très loin. Le sujet m'a amené quelque part. Et quand Ezekiel était en train d'expliquer, je suis redescendue. mais je vais essayer quand même d'aborder les angles qui me sont venus immédiatement en tête dès que j'ai entendu le thème. Je dirais tout d'abord que pour moi, le lieu d'habitation détermine la réussite. D'emblée, c'est ça pour moi. Pourquoi? Si on prend le premier aspect, quelqu'un qui fait les affaires, ou bien quelqu'un qui, est fonctionnaire et a l'habitude de côtoyer un certain nombre de personnes qui ont un certain standing, si cette personne-là se met peut-être dans une chambre, salon, ou bien dans une pièce, ou bien dans un studio, des fois, quand il y a des opérateurs économiques, ou bien quand il y a des hommes d'affaires qui viennent à toi, ou bien des collaborateurs qui viennent à toi, et par rapport au degré du business que vous faites, et qui voient l'environnement dans lequel vous êtes, ça, ou bien votre habitation, ça restreint, comment on peut dire, la confiance qu'on peut vous donner. Ça restreint certains marchés peut-être qu'on peut vous confier, même le respect. Donc, je pense que ça compte beaucoup, le lieu d'habitation. Ça, c'est mon premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que il y a certaines personnes, comme tu l'as dit, qui disent que l'environnement, ou bien c'est parce que je suis dans cette maison, mais c'est parce que je suis ici que mes choses ne vont pas mon train, que je ne réussis pas. Et je pense que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui, quand par exemple on va pour louer, il y a certains propriétaires qui construisent leur maison peut-être d'une manière mystique, ou bien font des fétiches ou bien des incantations avant de faire la construction. Et quand toi, un citoyen lambda, tu viens pour louer dans cette maison, si tu es quelqu'un qui t'écoute beaucoup, qui t'observe beaucoup, qui analyse les choses, tu vas constater peut-être que quand tu étais hors de cette maison, tes choses allaient bien. Mais dès que tu as mis pied dans cette nouvelle maison-là, tu as constaté que tes choses sont en train de se gâter. Et là, si tu es quelqu'un d'un peu spirituel, tu vas comprendre et dire que c'est parce que j'ai mis pied dans cette maison que mes choses ont commencé à changer, mes choses ne vont plus bien. Et là, tu vas prendre les précautions qu'il faut. En même temps, je voulais aborder un autre angle qui entre dans le cocon familial. Il y a certaines personnes, quand ils sont dans leur maison, dans la maison familiale, ils n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que il y a l'entourage, il y a les yeux des gens. Peut-être que tu es né là-bas, tu as grandi là-bas, à un certain âge, les yeux sont sur toi. Pour les femmes, tu n'es pas encore mariée. Pour les hommes, tu as un certain âge, tu n'es pas encore marié. C'est comme si, c'est pas forcément mystique, mais les yeux des gens, l'appréhension des gens, la manière de voir des gens, tout cela, ça pèse, c'est un poids. Et quand on arrive à un certain âge, peut-être en tendant vers la trentaine, ou bien déjà qu'on a une situation financière un peu adaptée, et si on arrive à sortir de ce milieu-là, ça déclenche le succès. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui, quand ils ont quitté le cocon familial, peut-être certains sont quittés tôt, assez tôt, ou bien d'autres, arrivé au moment quand ils commencent pas à gagner de l'argent, ils ont préféré partir. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent par rapport au fait qu'ils étaient à la maison ou bien entourés de des familles. Puis ça aide aussi à pouvoir se battre davantage. Parce que quand tu es dans la maison familiale, peut-être tu ne paies pas le loyer. Tu ne paies pas. C'est que tes charges sont assez limitées. C'est vrai que c'est pour faire l'économie et tout ça et épargner. Mais quand tu essaies de sortir, de faire face à la vie, je pense que la rage de réussite vient. La rage de réussir à tout prix. Réussir, c'est que en travaillant, tout ça, ça vient. Puisque quand tu es dans le confort et tout. Donc, je pense que j'ai abordé ces quelques-uns qui me sont venus à l'esprit dès que j'ai entendu parler du thème. Voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Alors, Nachat, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que le lieu d'habitation détermine forcément la réussite d'une personne? Bon, je dirais oui.
Et déjà, je suis pour les interventions de Gisèle et Ezekiel. Ça dépend. Si par exemple, je suis en location, par exemple, ça dépend de l'environnement dans lequel je vis. Qu'est-ce que j'acquiers comme énergie avec ces personnes-là, avec qui je suis à la maison. Maintenant, comme Ezekiel a abordé, pour le côté professionnel, par exemple, il peut arriver, bon, quand on reçoit souvent des amis à la maison, vous arrivez... Tu es dans une pièce, par exemple, l'endroit n'est même pas confortable. Premièrement, tu te poses la question, mais comment est-ce que ces amis-là vont juger l'endroit où je suis actuellement? Est-ce qu'ils diront, bon, c'est joli, c'est pas confortable, c'est bien déjà. Déjà, on commence à te donner, on te prête déjà des intentions qui sont, je dirais même négatives, des intentions qui sont négatives. Alors qu'au fond, peut-être que tu n'as même pas encore les moyens proprement dit pour peut-être que meubler ta chambre, par exemple. Dans ce cas, on peut comprendre, bon, il faut se battre également. Quand on est en famille, bon, on se dit, bon, on est là, on ne paye même pas le loyer, ni l'électricité, tout. On est là, bon, on fait la belle vie, hein. On sort, on fait le déplacement, on va au boulot, on revient. Il y a les parents qui sont là à faire tout et tout. Mais je dirais, ça dépend également, ça dépend des objectifs que nous visons. On peut rester en famille ou en location, mais on peut réussir sa vie tout simplement. Ça dépend de ce que vous dégagez, ça dépend de ce que vous faites ou des amis ou des connaissances que vous avez autour de vous, l'environnement dans lequel vous êtes. Bon, tout simplement, pour ne pas répéter ce que les deux ont dit, bon, voilà un peu mon avis sur ce sujet. Alors, oui. Je peux ajouter vite fait que, bon, parfois aussi, vous savez, il faut savoir sortir d'abord disons, d'une situation difficile, de la tête. Vous sortez de la situation dans la tête avant de sortir de cette situation-là physiquement. Je m'explique, je veux dire que parfois, vous avez envie de progresser au niveau de votre vie professionnelle ou devenir, en tout cas vous avez d'autres ambitions, de meilleures ambitions que ce que vous avez déjà, et il faut parfois mener des actions, voilà, déjà dans votre tête avant de pouvoir la faire physiquement. Par exemple, je prends l'exemple juste d'un ami, c'est un exemple que je vais vous donner, qui vivait dans une pièce d'abord, et dans la même maison il y avait encore voilà, des chambres salon aussi. Oui. Donc avant de quitter la maison, il a décidé de prendre l'une des chambres salon qu'on avait déjà dans cette maison-là, qu'il avait meublé, qu'il avait bien décoré, tout ça. Nous, on aimait bien aller chez lui parce que c'était beau, naturellement, c'était bon, on allait chez lui pour voilà, chiller un peu, tout ça. Mais il disait déjà à ce moment-là qu'en réalité, il était en train d'expérimenter sa vie s'il sortait pour se mettre dans une villa, parce que sa vie professionnelle était en train de changer petit à petit. Oui. Effectivement, quelques mois après, il est sorti de la maison, de la chambre salon où il avait loué, et il est allé dans une villa. Donc voilà, je pense que c'est aussi parfois dans la tête, lorsque vous vous dites que voilà, il faut que je sorte de ça, il faut que je réussisse, vous le faites d'abord d'une manière un peu plus soft, et après vous faites les choses en grand. Donc je pense que ça aussi, ça peut aider les gens à peut-être mieux réfléchir, à savoir quelle stratégie aussi utiliser pour justement, bon c'est vrai qu'il y a le côté spirituel aussi par rapport, comme Gisèle l'a dit, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément stable, n'a pas le même niveau spirituel, mais je pense que avec la simple raison aussi, on peut justement trouver ça, voir justement aller dans une habitation aussi qui peut vous permettre de réussir ou qui peut favoriser justement votre réussite. Donc, oui, moi, déjà même vivre en famille, c'est une expérience sociale, hein. C'est une très belle expérience, même s'il y a des difficultés, même s'il y a les on-dit, même s'il y a des sorcelleries, des accrochages, des machins. Mais on arrive quand même à découvrir quelque chose, des choses qui se passent autour de nous. Lorsque vous quittez la maison familiale, vous vivez en location, vous allez découvrir des choses. Vous allez vous dire, mais tout ce que je vivais, non seulement je voyais ça du mauvais côté, mais également c'était une expérience sociale pour moi. Je me dis souvent que peut-être qu'en fonction de ça, tu arrives quand même à voir la réalité des choses. Quand tu te présentes devant une situation donnée, par exemple, la manière dont tu vas analyser cette chose, c'est carrément différent de peut-être que lorsque tu as grandi, tu n'as pas grandi en famille et tout. Je dirais carrément c'est une expérience sociale, mais on ne demande pas de rester longtemps en famille parce qu'on a appelé un jour à quitter la maison familiale. Je prends l'exemple de nous, les filles, nous les femmes, on est appelé à quitter nos parents pour aller vivre chez quelqu'un. Ezekiel, bon, c'est vrai, si tu veux rester dans la maison familiale. Moi, je viens ramener quelqu'un. Je dois avoir mon chien à ramener. Alors voilà un peu, on ne demande pas, ça dépend de vos objectifs, hein. Vivre dans la maison familiale, oui, mais à un moment donné aussi, il faut quitter, peut-être construire ta maison si tu veux, si tu n'as pas encore les moyens, louer une chambre et puis tu verras. Donc pour moi, je vais résumer en disant que ça dépend, ça va de soi.
cette situation, ça va de soi. Chacun connaît ses visions, ses objectifs et c'est en fonction de cela qu'il faut déterminer son environnement et son habitation. Parce que ça joue beaucoup. Ça impacte beaucoup sur la vision qu'on a et les objectifs qu'on a à atteindre. C'est un sujet très ouvert, très ouvert. Et comme vous l'avez dit, il faut s'écouter, il faut savoir où on va, il faut avoir une certaine vision dans la vie, savoir où on met les pieds et essayer en un temps soit peu de voir quels sont les objectifs à long terme, quels sont les objectifs à court terme et voir comment est-ce qu'on peut relever, parce que je pense que c'est quand même un défi de quitter la maison familiale pour carrément aller louer quelque part. Ah oui, hein. Voir comment est-ce qu'on peut relever ce défi-là, parce qu'on est appelé à grandir. Nos parents, ils vivaient peut-être dans la maison familiale, aussi, mais arrivé un moment, ils se sont construits, et quand on grandit, on se construit soi-même. Donc, essayez de voir, hein, de vous écouter, c'est très important, et avoir une certaine vision. Une personne qui n'a pas de vision, c'est une personne qui vit inutilement, tout simplement. Ce sera donc tout pour la causerie de ce jour. Et je vous rappelle rapidement, le thème c'était le lieu d'habitation. Détermine-t-il la réussite? Place à présent à l'info du jour. Plusieurs quartiers de la ville du Cap ont été frappés par des pluies et des vents violents. On compte un mort et 1 millier d'habitations endommagées. Les autorités locales restent en état d'alerte pour vendredi et c'est un élément de nos confrères de TV5 Monde Afrique. Kayelitsha est un immense township situé à l'est du Cap. Ici, plus encore que dans d'autres quartiers de la ville, les habitants sont acculés par les intempéries. Quand les pluies se calment, ils écopent avec les moyens du bord. L'eau entre dans la maison, mais pas par le haut, par en dessous. Je dois donc demander aux enfants de m'aider à évacuer l'eau. Jeudi, on a commencé à 4 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Ça fait maintenant 3 jours que ça dure et on est malade. Mon mari reste au lit, il ne peut pas se lever, il ne peut rien faire. Dans toute la ville, près de 7000 maisons et infrastructures sont partiellement détruites, selon les autorités de la province du Cap-Occidental. Plusieurs routes, dont des nationales, ont été submergées. Des lignes électriques endommagées. Des coupures de courant ont été signalées dans plusieurs zones. Des toits ont été arrachés par dizaines. Il y a eu comme une accalmie dans l'air, un peu comme le calme avant la tempête. C'était vraiment calme et puis tout d'un coup, ça a fait comme ça. Et puis j'ai levé les yeux et il n'y avait plus de toit, donc c'était mouvementé. J'ai senti un vent fort. Ce vent était très fort, je vous assure. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Il était très fort, et il emportait le toit et tout le reste. Plus de 8000 personnes sont affectées sur la seule ville du Cap, près du double sur toute la région, selon les autorités locales. Elles ont annoncé avoir déjà distribué 40 000 repas et lancé... Kayelitsha est un immense township situé à l'est du Cap. Ici, plus encore que dans d'autres quartiers de la ville, les habitants sont acculés par les intempéries. Quand les pluies se calment, ils écopent avec les moyens du bord. L'eau entre dans la maison, mais pas par le haut, par en dessous. Je dois donc demander aux enfants de m'aider à évacuer l'eau. Jeudi, on a commencé à 4 h du matin jusqu'à 10 h du soir. Ça fait maintenant 3 jours que ça dure et on est malade. Mon mari reste au lit, il ne peut pas se lever, il ne peut rien faire. Dans toute la ville, près de 7000 maisons et infrastructures sont partiellement détruites, selon les autorités de la province du Cap-Occidental. Plusieurs routes, dont des nationales, ont été submergées. Des lignes électriques endommagées. Des coupures de courant ont été signalées dans plusieurs zones. Des toits ont été arrachés par dizaines. Il y a eu comme une accalmie dans l'air, un peu comme le calme avant la tempête. C'était vraiment calme et puis tout d'un coup, ça a fait comme ça. Et puis j'ai levé les yeux et il n'y avait plus de toit, donc c'était mouvementé.
J'ai senti un vent fort. Ce vent était très fort, je vous assure. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Il était très fort, et il a emporté le toit et tout le reste. Plus de 8000 personnes sont affectées sur la seule ville du Cap, près du double sur toute la région selon les autorités locales. Elles ont annoncé avoir déjà distribué 40 000 repas et lancé un appel aux dons de première nécessité, ainsi qu'un déblocage d'une aide d'urgence par le gouvernement. Alors voilà le bilan général de ce drame, je dirais 7000 maisons détruites. Je pense que c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est grand. Et pas seulement ça, il y a aussi les coupures d'électricité qu'on a remarquées. Il y a des toits qui se sont levés, tout ça vraiment, ça fait pitié, c'est dommage. Mais bon, ce sont des aléas climatiques. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je pense que ce sont des mesures qu'on peut prendre. C'est peut-être au niveau c'est pas du gouvernement, essayer d'alerter un peu plus tôt, ou bien au niveau de la météorologie, d'alerter un peu plus tôt quand ces genres de situations veulent arriver, pour que les populations puissent prendre des mesures adéquates assez rapidement pour limiter ou bien minimiser les risques. Sinon, quand on est là et que ça nous tombe dessus comme ça, dans l'effet surprise, ça crée beaucoup plus de problèmes que si on est préparé en amont. Donc c'est ce que moi je peux ajouter. Afrique du Sud, vraiment, Yako, comme le disent les Ivoiriens. Oui, Blandine, on voit une énième fois vraiment les dégâts que peuvent créer les inondations, hein, comme Gisèle l'a dit tout à l'heure, les coupures d'électricité, tout ça, et les câbles électriques même qui sont dans l'eau. Ça, c'est encore plus dangereux parce que ça peut électrocuter des personnes qui sont exposées à ça, par exemple. Et voilà, bon, elle a parlé d'alerter les populations, certes, mais parfois c'est un peu compliqué. Comme l'ont dit les témoins du reportage, c'était comme le calme avant la tempête parce qu'il n'y avait rien pratiquement. Et d'un coup, voilà, c'est tombé sur eux. Donc je pense que parfois la nature est en train de rendre le mal qui lui a été fait aussi. Donc voilà, c'est maintenant à nous aussi d'adopter de nouveaux comportements par rapport au climat, de prendre soin de l'environnement justement pour protéger la planète et justement éviter que ces genres d'événements catastrophiques ne fassent non seulement des dégâts en perte humaine, mais aussi des dégâts matériels. Voilà. Ah, c'est bon. Je pense que le phénomène est là, il est partout. Bon, oui, c'est à nous de prendre soin. Même à Lomé, ces derniers temps, je pense que depuis le mois de mai, le mois de juin, les gens connaissent les inondations. En gros, on doit prendre soin de notre environnement d'abord. Les populations doivent prendre soin de leur environnement. Maintenant, les autorités feront aussi leur part. C'est à nous aussi de jouer au moins quelque chose. Quand on commence d'abord, on nous aide également à préserver. Parce que quand ça pète, c'est nous qui assumons. C'est ça. Quand ça pète, c'est la population elle-même qui se retrouve au fond du gouffre. Le gouvernement ne va pas... C'est vrai qu'eux ils sont dedans, mais la plus majeure partie, la grande partie, c'est la population. Donc, il faudrait sensibiliser vraiment qu'il y ait des actions pour lutter contre le réchauffement climatique, ne pas abattre les arbres, planter les arbres, etc. etc. Je pense qu'on peut même s'organiser communautairement, parlons justement pour peut-être, par exemple, quand on parle d'inondation, parfois c'est les caniveaux qui sont bouchés, on peut juste s'organiser communautairement, déboucher les caniveaux, rendre propre le quartier, c'est des trucs aussi qui... Des trucs basiques. Je pense que même ici au Togo, on le fait. Il y a la NASAP aussi. Il y a même un quartier préfet de Lomé même que je connais très bien, où les gens s'organisent et qui font ça, parce que ces quartiers-là connaissaient vraiment non seulement des inondations, mais aussi beaucoup de dépotoirs. Mais lorsqu'ils ont commencé à s'organiser, ils ont reçu aussi l'aide des autorités aussi. Tout simplement, c'est ce que j'ai dit. À un moment donné, ça s'est vraiment arrêté, que ce soit les inondations ou encore les dépotoirs au niveau de ce quartier-là. Donc je pense on ne peut pas rester là à attendre les autorités à tout moment. Donc, prenons soin tout simplement de notre environnement. Ce sera tout pour Info du jour. Place à présent à Infosport.
Aujourd'hui, nous parlons de football. Nous allons parler de la Coupe du Togo. Nous allons ensuite parler de l'Euro et de Coupa. Voilà. Tu étais tellement pressé. Non, je n'étais pas pressé. Hein. J'attendais mardi, naturellement. Mardi, C'est pour les amoureux du sport, donc j'attendais mardi impatiemment. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il a veillé pour suivre les matchs. Ah, Il a veillé. vous voyez l'amour qu'il a pour vous. C'est ça. Moi, je donne tout. Hein. Je donne tout pour vraiment être téléspectateur, donc j'ai du veille. Oui, il faut le dire. Alors Ezekiel, on parle football ce matin. Oui, on parle football, on va parler aussi un peu Tour de France, cyclisme. Mais d'abord parlons du Togo. Parlons du Togo. Une bonne nouvelle pour le Togo depuis hier dans l'après-midi environ. La bonne nouvelle est tombée. Nous avons un nouveau sélectionneur, Blandine. Je vous parlais de locaux qui étaient, de personnes locales qui étaient pressenties au poste de sélectionneur des éperviers du Togo. Donc hier la nouvelle est tombée. Nibombe Daré, l'ancien défenseur central des éperviers du Togo, a été nommé sélectionneur des éperviers et donc il va accompagner les éperviers, en tout cas les joueurs des éperviers pour la qualification de la CAN de 2025. Donc on espère, on lui souhaite déjà bonne arrivée aussi, bonne réussite. Bon vent également. On est tous derrière toi. Voilà. Je pense que c'est un bassa. Et puis bon, les bassas pardonnés. Bon, tout ça là c'est Togo. C'est Togo. Voilà. On consomme local. On ne pas comprendre ça. C'est le Togo qui gagne. Alors déjà on a observé que dans la sous-région il y a beaucoup d'entraîneurs. On a Hermès Faye qui a fait gagner la CAN récemment à Côte d'Ivoire. On a Aliou Cissé au Sénégal. Généralement on a seulement aujourd'hui en tout cas maintenant on a que des entraîneurs locaux au niveau des équipes nationales et ça vraiment ça joue. C'est bien parti. Donc, on espère qu'on aura les mêmes résultats aussi avec nous. Je vais enchaîner aussi avec la Coupe du Togo qui s'est finie aussi le dimanche dernier à l'apothéose de la Coupe du Togo, remportée cette fois-ci par l'ASK face à ASCO. Je vous disais la dernière fois qu'ASCO était champion les Togo. Deux équipes là. ASK était deuxième. Maintenant ASK a remporté, comme le voyez à l'écran, la Coupe du Togo contre l'ASCO. Donc voilà, sur un score de les Ivoiriens ont respecté nous un peu. La Coupe du Togo. Sur un score de 2-1. Donc voilà, la ASK qui a scellé sa victoire dans les prolongations sur un score de 2-1. Donc voilà, c'était dimanche dernier. Donc voilà, félicitations à l'ASCO, à la SK qui remporte sa première Coupe du Togo. Nous allons parler maintenant Euro. Parlons de football européen. Vous savez que la finale a eu lieu le dimanche dernier entre l'Espagne. On a eu des échos dans les quartiers, ça criait un peu partout. Et l'Angleterre. Donc voilà, aujourd'hui l'Espagne est sacrée championne d'Europe. C'était pressenti, c'était la meilleure équipe d'Europe. Ils ont gagné avec 7 victoires consécutives. Donc personne ne les a battus, ils ont fait aucun nul, ils ont gagné tous leurs matchs et ils sont champions d'Europe aujourd'hui. Donc il y a eu comme trophée individuel, on a le meilleur joueur, comme vous voyez l'écran, Rodri, le milieu défensif de Manchester City. On a comme meilleur jeune joueur Lamine Yamal, le joueur espagnol d'origine marocaine. Ici on a à l'image Dani Olmo qui est meilleur buteur de la compétition avec 4 buts si je ne me trompe pas, mais ils sont nombreux à avoir 4 buts. Mais comme il a remporté la compétition automatiquement, il est aussi meilleur buteur de la compétition. Ce qu'on peut dire par rapport à l'Euro, un but très tôt, pas tôt quand même, juste après le début de la deuxième mi-temps, sur une passe décisive de Lamine Yamal, Nico Williams qui avait ouvert le score, et on a eu après l'égalisation des Anglais qui ont eu un peu d'espoir sur Cole Palmer, mais à la 87e minute, à 3 minutes de la fin, en tout cas du temps réglementaire, Oyarzabal a scellé cette finale là avec un joli but sur une passe décisive de Marc Cucurella. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à l'Euro de football et à la finale qui s'est déroulée le dimanche dernier aux alentours de 19h, mais à minuit s'est déroulé aussi la finale de la Copa América, donc en Amérique du Sud. Il faut savoir déjà qu'il y a eu beaucoup d'incidents par rapport à ça. Il y a eu des gens qui ont voulu entrer de force dans le stade à Miami parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de billets mais qui voulaient rentrer. Donc la sécurité a fini par craquer. Il y a du monde qui était rentré dans le stade. Ça fait qu'on a repoussé la compétition jusqu'à la finale d'une heure de temps. Ça devait débuter à minuit. Ça a débuté finalement à 1h du matin, en tout cas heure du Togo.
En du ce Togo. moment, on Voilà. dormait. Elle vivait. Moi, je vais, C'est pour la bonne je vais cause. comme pas possible. Et donc voilà, Copa aussi qui a trouvé son issue voilà, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est l'Argentine qui est sacrée championne pour la deuxième fois consécutive. Après 2019, l'Argentine devient encore championne d'Amérique du Sud. Donc ça fait le back-to-back 2019-2024. Et donc c'est sur un but à la 112e minute de Lautaro Martinez que vous voyez à l'écran là, qui a marqué le but de la victoire dans la prolongation. Il a été aussi élu meilleur buteur, vous voyez le trophée avec lui Oui. sur la tête, donc meilleur buteur de la compétition. Meilleur gardien de la compétition, Dibou, Emiliano Martinez, qui est aussi élu meilleur gardien. Et là vous avez James Rodriguez, le Colombien, qui est aussi meilleur joueur de cette compétition. Ça fait longtemps que personne n'a eu ce trophée parce que Lionel Messi dominait pratiquement l'Amérique du Sud. Il gagnait tout. Malheureusement, il s'est blessé. Il est sorti à son 7e minute en pleurs. Donc voilà, c'est un peu le dénouement qui finalement son équipe a gagné quand même. Donc il était content de pouvoir avoir le trophée en mai. Donc c'est le back-to-back pour l'Argentine. Je rappelle qu'il était en 2019 championne d'Amérique du Sud, en 2022 championne du monde et en 2024 encore champion d'Amérique du Sud. De nouveau le back-to-back, 4 trophées en 4 ans pour les Argentins. Donc voilà, c'est une performance plus ou moins exceptionnelle quand même. Ouais. Ouais, Ah c'est oui, On affecté. reçoit ça ici au Togo. On l'espère. En tout cas, bon, voilà. On l'espère. Nous allons à présent parler du cyclisme. On va parler cyclisme Oui. aujourd'hui. Vous savez, quand je vous dis érythréen, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, érythréen? Érythréen. Parce que Binyam. je t'ai envoyé à l'examen du bac, tu veux m'envoyer. Binyam Allez, ça va être du foot. Djirmani. C'est lui qui avait remporté. Il avait eu le maillot vert. C'était lui le maillot, en tout cas le premier du classement du maillot point par point. Voilà, Binyam Djirmani, il est érythréen. Il a gagné encore une étape du Tour de France pour la 3e fois. Donc il est le seul d'ailleurs à remporter 3 étapes sur le Tour de France. Il faut savoir que à l'issue de la 12e journée, il était dans la capitale de l'Érythrée. C'est enflammé en tout cas. C'est comme quand Adebayo marquait en Angleterre, on était tous contents ici au Togo. Donc quand lui il gagne il gagne une étape du Tour de France, en Érythrée, ça s'enflamme. Donc c'est un peu la même chose. Vraiment c'est un parcours impeccable pour lui. Voilà, il était en tout cas dimanche dernier toujours premier du classement point par point, mais malheureusement il a été rétrogradé parce qu'il a fait il a dû faire un dépassement pendant une course, pendant le Tour de France. Il a collé un peu, il a fait une tassée contre la balustrade. Donc voilà, disons que c'est un mauvais dépassement. Quand on dit mauvais dépassement, c'est un mauvais dépassement. Donc il y a une ligne qu'il ne faut pas franchir, c'est une ligne retour. Donc il a franchi la ligne pour procéder au déplacement. Donc on lui a enlevé 5 points et il est maintenant que 3e au niveau du classement point par point. Mais au niveau du classement général, Tadej Pogačar il ne bouge pas ici avec Jonas Vingegaard. Donc voilà, c'est eux qui dominent le classement avec Evenepoel, le Belge. Donc voilà un peu le classement général que vous avez à l'écran au niveau du Tour de France. Donc voilà, Blandine, c'est tout pour le sport aujourd'hui, le tour du sport aujourd'hui dans la rubrique Info Sport. Mais pour plus d'informations, plus de détails, que ce soit sur la Coupe du Togo, l'Euro de football et puis tout ce qui va avec, n'oubliez pas de suivre notre émission, le Club Sport Santé, qui se déroule généralement les mercredis et samedis, à 13h. Juste après nous. À midi, pardon. À midi, pas à 13h. C'est juste après nous. Genre demain, quoi. Demain. Notez ça déjà. déjà. Merci beaucoup, Ezekiel, pour ces informations sportives. Et place à présent à l'hôpital. L'oxymètre, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Gisèle répondra à toutes ces questions aujourd'hui dans À l'hôpital. Gisèle. Oui, Blandine, merci. Je vous ai compris. Alors, on dit oxymètre, déjà, moi je ne sais pas ce que c'est. Ben, ça vous donne pas une idée quand on dit oxymètre? La dernière fois, tu as parlé de stéto. Oxymètre. Oxymètre, vous n'avez pas une idée? Bon, ben, c'est oxymètre, oxygène, ça parle de la respiration. Ah, d'accord. L'appareil Donc, là. voilà. Ok. Donc, on peut dire que l'oxymètre de poule
est un examen non invasif, permettant de mesurer la saturation en oxygène dans le sang. Voilà. Donc, ça permet de mesurer le taux de l'oxygène dans le sang. Donc, on va parler, voilà. On le voit déjà à l'écran. On peut se demander c'est quoi son rôle. On peut dire que l'oxymètre ou encore le saturomètre permet de mesurer la quantité d'oxygène, comme je viens de le dire, dont le sang est saturé. Cette mesure permet de surveiller l'état des patients. Par exemple, les patients qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes pulmonaires, des asthmes et tout ça, ça permet de mesurer si ces patients-là ont des troubles respiratoires et ces patients qui souffrent aussi d'affections respiratoires, ça permet de mesurer le taux ou bien le niveau d'oxygène. Voilà. Alors, on se demande, le taux d'oxygène même doit être à combien? Donc, le taux normal d'oxygène doit être à 95% et même plus, et même plus, ça dépend. Et le rythme cardiaque normal, généralement, est inférieur à 100. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, on se demande aussi à quel doigt, parce qu'on a vu à l'écran l'image, à quel doigt est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'on place l'oxymètre. Donc, on place l'oxymètre à l'index et au majeur. Au majeur. Donc, il est conseillé également de ne pas avoir des choses artificielles. Pardon. Oh, j'ai quoi ce matin? Je n'ai pas encore mangé. Il y a quelqu'un qui fait tout ça. Ezekiel, pardon, retire tes yeux de Gisèle. Moi, je la suis attentivement. Je disais que le doigt, l'index et puis le majeur, et puis ces doigts doivent être exempts d'artifice, c'est-à-dire les ongles, les vernis ni et de faux ongles. Parce que ça a tendance à fausser les résultats. Voilà. Et puis, il faut préciser également que ce soit les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, eux tous doivent connaître le fonctionnement de l'oxymètre pour pouvoir alerter au cas où il y a un patient qui fait une crise, par exemple, ou bien qui est en train de convulser, ces genres de choses. Il faudrait que ce personnel de santé-là, qui est souvent avec les patients, doit connaître l'utilisation de le fonctionnement de l'oxymètre pour alerter à temps quand les patients sont en train de trébucher ou bien les patients sont en train de baisser tout ça, le taux d'oxygène dans le sang et tout. Donc, je peux dire que c'est en gros ce qu'on peut retenir de l'oxymètre. C'est un peu ça et c'est tout pour la rubrique à l'hôpital de ce jour. Voilà, j'aimerais juste rajouter que la rubrique à l'hôpital peut être un bon moyen de relever le défi qu'on vous a lancé hier sur le fait de se cultiver sur les questions de santé. Donc voilà, pour peut-être relever le défi, suivez à l'hôpital. C'est ça. Voilà. On vous donne le défi, on vous donne la solution. C'est ça. En tout cas, tout est défi. Même astuce santé aussi. C'est défi. Qui va se négliger? Chacun se fait sa publicité. Tout ça, moi, je vais dire quoi? Bon, suivez le plateau du bien-être. Merci beaucoup Gisèle de nous avoir fait découvrir ce matin ce que c'est que l'oxymètre. Honnêtement, je ne savais pas. Je connaissais bien la machine, l'appareil, mais je ne connaissais pas le nom. C'est vrai quand je tombe malade, je vais à l'hôpital, on utilise ça, mais bon, je n'ai jamais eu l'information vraie. Merci beaucoup Gisèle. En tout cas, moi je connaissais ça quand même. Je ne suis pas n'importe qui. N'est-ce pas? Excuse-moi. Ce sera tout donc aujourd'hui pour à l'hôpital. Rendez-vous donc le jeudi. Voilà, merci beaucoup. Gisèle, place à présent à la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir.
Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Vous savez qu'on est là depuis près de 45 minutes comme ça. En votre compagnie, c'est tout un plaisir. Nous allons marquer une pause musicale pour recevoir nos invités du jour. nos actes se reflètent dans un futur apaisant. Avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y a pas beaucoup de temps. Retour donc sur ce plateau avec nos invités qui sont déjà bien installés aujourd'hui. C'est notre jour. Ouais, aujourd'hui, on reçoit 2 personnes. Voilà, spécialement, on reçoit 2 personnes aujourd'hui. Alors, pour ce matin, nous allons parler du programme d'échange AEMP au Togo, au PEF. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de Madame Nikabou Jet Teresa.
Elle est représentante AEMPO Togo, qui est l'association des étudiants en médecine, pharmacie et endothostomatologie. Exact. Ok. Et de Madame Cyrine Wari, qui est représentante au PEF, qui est Organisation pour la promotion des échanges interfacultés. Exactement. Bienvenue à vous sur le plateau du bien-être. Merci. J'espère que vous êtes bien installés. Oui, super. Ça va, ici c'est bon, à la maison. Hein. On se taquine, on se dit tout. Mettez-vous à l'aise. De manière un peu, c'est chez eux ici. N'est-ce pas? Nous sommes déjà à l'aise. C'est bien. Alors, il y a forcément les téléspectateurs qui sont à la maison, hein, qui se demandent c'est quoi un programme d'échange interfaculté. Ok. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer. Alors, un programme interfaculté, un programme d'échange, c'est comme l'expression le dit, un programme qui concerne habituellement, disons, deux structures, ça peut être deux universités, deux écoles, où des étudiants d'une école viendront rendre visite ou bien viendront faire des stages ou passer une période de temps donnée dans l'école qui va les accueillir. Et c'est souvent bilatéral. Donc, dans le cadre de notre partenariat AEMPO au PEF, ce programme d'échange se déroule, disons, 2 ans. Nous avons 2 équipes. Une équipe togolaise et une équipe dijonnaise. Donc, notre programme est avec l'Université de Bourgogne à Dijon. Donc, ce programme se déroule habituellement sur 5 semaines, où la première année, les étudiants en médecine de l'Université de Bourgogne à Dijon viendront faire des stages hospitaliers chez nous et aussi faire découvrir aussi le pays, hein, parce qu'on fait les stages et on fait aussi des sorties. Et la seconde année, les binômes togolais, puisque quand ils viendront, ils seront accompagnés par les binômes togolais dans tout leur cursus. Donc, les binômes togolais la seconde année, eux aussi partiront à Dijon pour faire aussi un stage de découverte et ils seront là accompagnés par leur binôme français. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire sur ce programme d'échange. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, c'est 12 étudiants français, 12 étudiants togolais pour un stage de 5 semaines dans les CHU. Alors, est-ce qu'il peut-être y a des critères d'éligibilité des étudiants qui déjà sont sélectionnés pour les binômes ou ceux qui vont peut-être arriver ici d'abord pour voir le binôme et après repartir de l'autre côté pour faire l'échange? Oui. Alors oui, donc on a des critères au niveau de côté français et côté togolais. Je vais laisser Teresa commencer. Ok, d'accord. Merci Cyrine. Ok. Pour les critères d'éligibilité, déjà, puisque c'est un programme qui concerne l'AEMPO, l'Association des étudiants en médecine, il faut en premier lieu être membre de l'association. Être membre et être membre actif. Ça, c'est le premier critère. Le second critère, il faut être disponible sur la période de l'échange. Parce que c'est, disons, un programme qui prend vraiment assez de temps. Il faut être disposé à suivre les stages et après à participer au social programme. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, de prime abord, nous faisons les stages, mais après, nous faisons aussi des sorties pour leur faire voir le pays, pour leur faire découvrir le Togo. Donc, les 2 grands critères, c'est cela. Être membre, être d'abord étudiant en médecine, être membre de l'association des étudiants en médecine, être disponible, et à peu près ça, voilà. Et surtout, si nous allons voir le côté humain, il faut avoir une aisance relationnelle, il faut être apte à pouvoir vivre en groupe, à pouvoir évoluer en communauté. Ce sont à peu près les grands critères que nous avons à notre niveau. Voilà. Maintenant, côté français. Du coup, côté français, donc pour faire partie de l'association OPEF, donc pour faire le projet, il faut faire partie de l'association. Et donc le recrutement se fait en 2e année de médecine. Donc en 2e année de médecine, on pose nos candidatures, il y a un CV, une lettre de motivation, un questionnaire à remplir. Et à l'issue de cela, on passe un entretien avec les aînés du bureau qui nous précèdent. Donc voilà, on passe l'entretien avec eux et c'est à l'aboutissement de cet entretien qu'on est ou pas pris pour faire partie de l'association et pouvoir faire le projet. Et donc du coup, nous, les critères, c'est beaucoup aussi, oui, comme l'a dit Teresa, la sociabilité, la motivation aussi, la détermination, puisque nous, de notre côté, il y a un grand travail de recherche de fonds pour financer tout le projet. Donc voilà, il faut être assez présent dès la 2e année, puisque nous, on accueille les Togolais en été de notre 2e année. On accueille les binômes du bureau qui nous précèdent. Donc ça commence dès la 2e année pour nous. Et donc voilà, il faut être motivé
déterminé et voilà, et sociable et avoir des capacités à vivre ensemble puisque voilà, on va cohabiter, enfin on cohabite actuellement pendant 5 semaines à 12. Et comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Voilà, après évidemment 5 semaines c'est long et à 12 on a tous des caractères un peu différents, etc. Mais il n'y a pas de problème majeur. On s'adapte, voilà, l'adaptabilité est un grand le Togo, c'est un bon pays d'accueil. Voilà. Je sais que Ariel confirme. Je confirme. Alors, si tu permets, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le contenu exact des entretiens que vous passez de l'autre côté avant de venir ici? Les contenus, alors déjà, en première partie, on se présente. Donc la présentation de l'étudiant, qu'est-ce qu'on fait hors les études de médecine. Également, on a des mises en situation. On nous pose quelques questions sur, par exemple, vous êtes au Togo, vous accueillez les Togolais, il se passe telle situation, comment vous réagirez face à un imprévu, face à une situation de stress, comment on gère, voilà. C'est aussi une phase de préparation, on peut dire. Voilà, c'est ça. Et c'est pour voir comment tel ou tel étudiant réagirait face à une situation difficile. Voilà, c'est ça. Et aussi, il y a des questions sur la motivation, si on connaît bien l'association déjà de base. Parce que là, si quelqu'un vient mais n'a jamais entendu parler, c'est quand même moins... Et vous acceptez tout le monde dans l'association? Genre, il suffit d'être étudiant en médecine pour pouvoir intégrer l'association, ou il y a forcément des critères à remplir encore avant d'intégrer l'association? Ok. Bon, l'association des étudiants en médecine, comme le nom l'indique, elle est ouverte aux étudiants en médecine. Déjà, il faut savoir que chez nous, ici au Togo, la médecine, la première année, c'est une année concours. Donc, nous n'avons pas vraiment de première année dans l'association parce que, après tout, vous le savez, tu peux faire la première année et être réorienté. Donc, ça ne sert vraiment à rien d'être dans l'association des gens en première année. Mais à partir de la deuxième année, tant que tu es étudiant en médecine, en pharmacie ou en odontostomatologie, puisqu'il y a 3 filières, tu es libre de rentrer dans l'association. Et c'est même vivement recommandé parce que la vie associative est un plus à notre parcours de médecin. Donc, il suffit de payer l'adhésion, remplir le formulaire et c'est bon, tu es membre de l'association. Et là, en vous investissant dans les programmes et tout, on apprend un peu plus. Donc, l'association des étudiants en médecine, je lance en même temps un appel. Elle est ouverte à tous les étudiants en médecine à partir de la deuxième année. Lancez l'appel là. Voilà. La EMPO est ouverte à tous les étudiants en médecine à partir de la deuxième année. Donc, venez payer l'adhésion et puis intégrer. On a vraiment besoin de vous. Merci. Alors, quelle est l'importance de ce programme d'échange interfaculté? Ok, merci. Le programme d'échange, il faut savoir qu'il a 2 volets. Il y a le volet stage et il y a le volet découverte. Donc déjà, le volet stage. La première année, nous accueillons les Français. Donc, déjà, pour eux, elle va citer leurs objectifs, mais déjà, pour eux, c'est le moyen de découvrir ce qui se fait ici, en Afrique. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des préjugés. Des fois, il y en a qui pensent qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. C'est l'occasion pour eux aussi de voir que c'est vrai que nous ne sommes pas vraiment au même niveau qu'eux. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train d'évoluer aussi. Donc, ils découvrent notre système de santé, ils découvrent nos manières de soigner, ils découvrent nos thérapeutiques aussi en quelque sorte et tout. Et c'est un plus. Maintenant, le volet découverte du pays, sortie et tout. Personnellement, moi, j'aimerais dire que ça m'a permis aussi de redécouvrir encore plus le Togo. Parce qu'on a eu à faire des sorties. Par exemple, cette année, nous sommes allés à Nehor, nous sommes allés à Kpalimé, nous sommes allés à Glidji. S'il n'y avait pas ce programme, c'est sûr que je ne serais pas allée, en fait. Donc, moi, personnellement, ça m'a permis de découvrir un peu du pays, de découvrir même Lomé, en quelque sorte. Donc, pour eux aussi, c'est l'occasion de découvrir le Togo, de voir que, en fait, ici, le Togo, c'est chic. Il y a de bonnes choses à voir. C'était même l'objet d'un défi déjà ici sur le plateau que j'avais lancé. J'avais demandé à ce que beaucoup de personnes puissent aller découvrir les lieux culturels du Togo parce que c'est très important. On en a tellement, mais on n'arrive pas à pouvoir les visiter. Donc, c'est important aussi. Et alors, vous êtes là, ça fait 5 semaines. C'est ça. Oui. Est-ce que vous voyez déjà l'intérêt de ce changement, de cet échange? Alors oui, absolument. Ne serait-ce que juste d'arriver dans un pays avec une culture différente et de passer ces semaines avec nos binômes, etc. On ne peut ressortir que plus riche de cette expérience parce que voilà, c'est incroyable de partager tout ça, de partager un peu de notre culture, d'apprendre de la leur
Et voilà, c'est super. Alors, je pense que des deux côtés, hein, il peut y avoir des difficultés rencontrées lorsqu'on change de pays comme ça, que ce soit le climat, que ce soit l'aspect social. Alors, dites-nous quelles sont exactement les difficultés que vous avez déjà rencontrées ici, et vous parlez peut-être pour les personnes qui ont déjà participé à ce programme, ce qu'ils ont eu comme difficultés de l'autre côté en France. Alors, pour certains, ça peut peut-être être le piment dans la nourriture. Pour moi personnellement, j'aime bien le piment, mais je sais que certains de mes camarades ont eu un peu de mal avec ça. Mais bon, hormis cela, c'est vrai que ça change de découvrir une culture différente. Mais voilà, sinon, je dirais pas que ce soit une difficulté en soi. Pour moi, les difficultés du projet, enfin de l'échange, ce serait plus l'organisation, voilà, la récolte des fonds, la gestion des budgets pour l'accueil, pour le départ, l'administratif, s'occuper des visas, etc. C'est vrai que nous, à notre âge, bon, on est en 3e année, mais je trouve que ça nous responsabilise parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion d'organiser un si gros projet et de s'occuper de subventions, d'administration, etc. Donc pour moi, les difficultés seraient plus de ce volet-là. Voilà, donc je vais corroborer ce qu'elle a dit. Déjà pour le côté humain, c'est vrai qu'il y a deux chocs en fait, deux chocs de culture. Nos invités ont leur façon de voir la vie, leur façon de fonctionner. Et nous aussi, voilà, leur façon de parler. Et nous aussi, nous avons notre façon aussi de fonctionner, des choses qu'on accepte, des choses qu'on n'accepte pas. Donc, à certains moments, il peut y avoir quelques incompréhensions, voilà, des accrochages, des frictions. Mais c'est là que l'entretien que nous avons fait au début pour sélectionner les binômes prend son sens en fait. Il faut que nous soyons capables de surmonter ce genre de trouver des compromis. Voilà, de trouver des compromis qui puissent satisfaire les deux parties. Il faut savoir s'adapter aussi. Donc, à part ça, les problèmes un peu... Je peux aussi dire que le côté organisation. Parce que, après tout, c'est vraiment, comme elle a parlé de rechercher des budgets, des financements et tout, déjà même après, quand il va falloir préparer le départ, les procédures pour les visas, c'est vraiment des trucs que... Il faut vraiment avoir un mental d'acier pour gérer parce que déjà la paperasse ici, elle est très longue. La lourdeur administrative, elle est très longue. Déjà, même, je donne l'exemple pour nos voyages, il fallait chercher des autorisations par-ci, des autorisations par-là. C'est vraiment quelques petits soucis que nous avons eu à gérer. À part ça, en gros, bon, je pense que c'est en quelque sorte résumé tout ce que nous avons un peu comme soucis. Et est-ce que vous aurez des conseils à l'endroit des étudiants en médecine qui sont en train de vous regarder, de vous suivre actuellement? Oui. Allez-y. Okay, d'accord. La caméra est juste là. Ok. À mes collègues étudiants en médecine, que ce soit de la faculté de Lomé ou celle de Cara, j'aimerais dire que ce programme d'échange, outre, il nous a apporté beaucoup, franchement, parce que nous avons eu à découvrir plus sur déjà comment gérer un groupe de personnes, comment vivre en communauté, comment évoluer et participer à ce genre de programme, ça c'est formateur, c'est très formateur. Outre cela, il faut aussi pouvoir aimer sortir de sa zone de confort. Parce que quand tu restes dans ton coin, tu dis je vais juste à l'école, je reviens, tu vas penser que la vie c'est juste ça, mais il y a plusieurs autres aspects de la vie que nous avons tous découverts ensemble avec nos invités. Donc déjà ce genre de projet, moi j'encourage vivement ces initiatives parce que actuellement c'est la FSS qui le fait, la faculté des sciences de la santé qui le fait. Mais s'il peut y avoir ce genre de projet aussi avec d'autres facultés et d'autres universités, c'est très formateur pour nous étudiants togolais. Donc à vous chers collègues, les prochaines fois que nous allons lancer ce programme, postulez, participez, parce que vous ne pouvez qu'en bénéficier. Parce que même après, le stage là-bas aussi, c'est aussi un autre volet que je n'ai pas abordé. Ça nous apporte aussi un plus. Vous pouvez vous faire des relations, vous pouvez faire des contacts. Et cela va vous permettre d'évoluer dans votre carrière médicale, en fait. Donc, feu quoi. Allez-y, feu. Allez-y. Oui, des conseils, un dernier mot. Oui, tout comme Teresa, tous les étudiants en médecine togolais, je vous conseille de rejoindre la MPO parce que c'est un projet incroyable. Franchement, voilà. Et puis tous les étudiants qu'on a rencontrés sont incroyables aussi, donc je pense que vous serez incroyables aussi dans l'asso, donc voilà, je vous conseille d'y aller.
Merci beaucoup, Cyrine et Thérèse. Moi, j'ai gardé. J'espère que vous avez pu profiter des spécialités locales de chez nous. Oui, effectivement. Aïmolou, foufou. C'est tout ce que je voulais entendre. On ne les a pas laissés, ils ont profité. C'est tout ce que je voulais entendre. Merci beaucoup à vous, merci Ézéchiel. Merci également à nos très chers invités du jour. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres jusqu'à présent. Il sonne très exactement 11h32. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve donc demain pour un nouveau numéro de cette belle émission. Je n'oublie pas de dire merci également à la partie technique. Au revoir.